Bonjour à tous. Vous avez passé le brevet, bravo. Bon, si ça vous intéresse, je vous propose de faire une petite correction du sujet de maths et du sujet de sciences. Pour l'histoire géo et le français, je me sens pas assez légitime pour m'aventurer là-dedans. Pour ce qui est des sciences, bon, je suis pas prof de SVT ni de physique-chimie, mais je pense que j'ai quand même une certaine légitimité à en parler, à proposer mon point de vue dessus. Évidemment, pour ce qui est de la rédaction, je fais pas autorité en la matière, mais ça devrait aller. Bien, ben on commence par les maths. On avait un exercice de probabilité. La première question nous demandait quelle est la probabilité de tirer un nombre pair dans l'urne A, sachant qu'on a 6 boules dans l'urne A et que 4 portent un nombre pair, le 10, le 12, le 24 et le 30, on a donc 4 chances sur 6 de tirer l'un de ces nombres, une probabilité donc de 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Pour la question 2, on avait 9 boules dans l'urne B et 3 qui portaient un nombre premier, alors évidemment il faut savoir ce que sont les nombres premiers, là on avait le 2, le 5 et le 17, 3 neuvièmes, ça fait 1 tiers, donc la probabilité d'obtenir un nombre premier est 1 tiers. Question 3, l'urne A contient 3 boules qui portent un multiple de 6, le 12, le 24 et le 30, et l'urne B en contient 2. Donc l'urne A contient plus de multiples de 6 que l'urne B, il ne s'agit pas de probabilité, simplement du nombre de boules. Question 4, on tire une boule au hasard dans l'une des urnes, démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même, quelle que soit l'urne. Dans l'urne A, où on a 6 boules, il y en a 2 qui portent un numéro supérieur ou égal à 20. Dans l'urne B, où il y a 9 boules, il y en a 3 qui portent un de ces numéros. Donc la probabilité est de 1 tiers dans les deux cas. Quand on ajoute la boule 50, qui est donc un numéro supérieur à 20, ça porte le nombre total de boules dans l'urne A à 7, et le nombre de boules que l'on cherche à piocher à 3, et donc la probabilité de piocher une boule dans le numéro supérieur ou égal à 20 est de 3 septièmes. Dans l'urne B, de même, on augmente le nombre total de boules jusqu'à 10, et le nombre de boules portant un numéro supérieur ou égal à 20 jusqu'à 4. La probabilité de piocher une de ces boules est donc 4 dixièmes, c'est-à-dire 2 cinquièmes. Sachant que 3 septièmes et 2 cinquièmes sont des fractions irréductibles et ne sont pas les mêmes, on peut en conclure que ces probabilités ne sont pas égales, ou alors on peut calculer les quotients comme je l'ai fait en dessous, 3 septièmes ça fait environ 0,43, 2 cinquièmes ça fait 0,4, donc ces probabilités ne sont pas égales. La probabilité de piocher une boule portant un numéro supérieur ou égal à 20 n'est plus la même dans les deux urnes. Voilà pour le premier exercice, qui n'était pas très compliqué. Passons au deuxième. Géométrie. On commence avec un exercice qui va mettre en jeu théorème de Pythagore, théorème de Thalès, trigonométrie. Mais on commence avant tout par une petite question toute simple, niveau primaire, une soustraction. Bah oui, il faut pas aller chercher compliqué, quand on veut prouver que AD mesure 200 mètres, c'est simplement une soustraction, 250 moins 50. Question 2, on veut calculer la longueur CD. Cette fois, on va se placer dans le triangle ACD, qui est rectangle en A, et on va utiliser le théorème de Pythagore. Attention à la rédaction, il faut bien préciser que c'est un triangle rectangle, sinon le théorème de Pythagore n'est pas utilisable. D'après le théorème de Pythagore, donc on a CD au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, qui est égale à AC carré plus AD carré. On fait les calculs, on trouve CD carré égale 270 400, et CD qui sera la racine de ce nombre, c'est-à-dire 520 mètres. Donc la longueur CD est de 520 mètres. Ensuite, on nous dit que pour que le parcours soit validé, il faut que les droites CD et BE soient parallèles, et que la mesure de l'angle ACD soit supérieure à 20 degrés, et on va vérifier ces deux critères indépendamment. Alors pour savoir si les droites CD et BE sont parallèles, il va falloir faire un test d'égalité et utiliser soit la réciproque, soit la contraposée du théorème de Thalès. Alors allons-y. On commence bien par préciser que les points ACB et ADE sont alignés dans cet ordre, ça c'est toujours important. On calcule d'une part le rapport de longueur AD sur AE, qu'on trouve égal à 4 cinquièmes, ce qui fait 0,8, d'autre part le rapport de longueur AC sur AB, qui fait également 4 cinquièmes, donc 0,8. On constate que ces deux rapports de longueur sont égaux, et on en conclut que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites CD et BE sont parallèles. Alors vous savez, moi normalement, j'insiste pour que vous rédigiez correctement, pour qu'on ait bien toutes les conditions d'application au début,
et ensuite seulement qu'on dise d'après la réciproque du théorème de Thalès, bien sûr, parce qu'on ne peut pas citer la réciproque du théorème de Thalès avant d'avoir vérifié que ces conditions sont validées. Dans les faits, au brevet, si vous avez écrit le mot Thalès quelque part, même si vous n'avez pas écrit réciproque, même si vous l'avez pas mis au bon endroit, ça devrait passer. Si les barèmes ne changent pas, vous devriez avoir vos points. Ensuite, on va vérifier si l'angle ACD est bien supérieur à 20 degrés. Pour ça, on utilise la trigonométrie. Dans le triangle ACD rectangle en A, on commence par analyser notre figure. Par rapport à l'angle ACD que l'on cherche, les côtés que l'on connaît sont par exemple AD et AC, respectivement côté opposé et côté adjacent. Dans la mesure où on a calculé la longueur du côté CD à la question 2, on aurait pu également utiliser l'hypoténuse. Je préfère utiliser les côtés AD et AC qui nous sont donnés dans l'énoncé, parce que si jamais on a fait une erreur à la question 2 dans le calcul de CD, comme ça on ne reporte pas cette erreur dans cette question-là, dans le calcul de l'angle. Donc allons-y avec AD côté opposé, AC côté adjacent. On va donc pouvoir calculer la tangente de l'angle ACD, qui vaudra le côté opposé sur le côté adjacent, AD sur AC, 200 sur 480, ce qui donne 5/12 lorsqu'on simplifie la fraction. Alors si vous simplifiez pas, c'est pas grave, mais c'est toujours bien de montrer que vous savez faire ça. Ça montre un petit peu votre maîtrise des mathématiques au correcteur, par exemple. Et une fois qu'on a notre tangente, on peut calculer la mesure de l'angle grâce à la calculatrice, la fonction arctangente ou tangente puissance moins 1, la fonction réciproque de la tangente. Donc, ACD égale environ 22,6 degrés, ce qui est bien supérieur à 20 degrés. Conclusion, dans la mesure où les droites CD et BE sont parallèles et où l'angle ACD a bien une mesure supérieure à 20 degrés, le parcours sera validé. J'étais assez surpris de voir qu'on ne nous demandait pas la longueur du parcours, mais après tout, comme c'est extrêmement simple, il aurait juste fallu rajouter un petit théorème de Thalès pour calculer la longueur BE, ou alors un théorème de Pythagore pour calculer la longueur BE, on aurait pu avoir la longueur du parcours. Bon, c'est pas grand-chose. Passons à la partie B, la natation. Cette fois, on avait une série statistique de durée. Cette série statistique est déjà ordonnée en ordre croissant, ce qui va nous faciliter la tâche pour trouver le temps médian qu'on nous demandait. Donc la série est composée de 9 durées, la durée médiane sera donc la 5e, lorsqu'elles sont rangées en ordre croissant, ce qui est déjà le cas. La durée médiane est donc de 6 minutes, ce qui veut dire concrètement qu'on a 4 durées qui sont inférieures à 6 minutes, et 4 durées qui sont supérieures. Ou plus précisément d'ailleurs, on devrait dire qu'il y a 5 durées qui sont inférieures ou égales à 6 minutes, et 5 durées qui sont supérieures ou égales à 6 minutes. L'une ou l'autre de ces formulations est correcte. Question 5. On nous demande si un poisson rouge qui nage à la vitesse de 5 km par heure est plus rapide que l'élève qui a nagé le plus vite. Alors il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Moi je propose celle-ci, calculer la vitesse de l'élève le plus rapide. Donc l'élève le plus rapide a parcouru 200 mètres en 5 minutes 30 secondes, ce qui fait 330 secondes. Je calcule sa vitesse en mètres par seconde, tout simplement avec la formule vitesse égale distance divisée par durée, donc 200 sur 330, ce qui fait 20 sur 33, c'est-à-dire environ 0,61 mètres par seconde. Et en kilomètres par heure, on va convertir, alors très rapidement, vous multipliez par 3600, vous divisez par 1000, ou alors si vous connaissez par cœur, vous multipliez par 3,6 directement, ou si vous avez un peu plus de mal, vous faites un tableau de proportionnalité, ou vous faites un raisonnement en vous disant que, en prenant ma vitesse de 20/33e, comme ça en mètres par seconde, il va falloir multiplier par 3600 pour avoir des mètres par heure, et ensuite diviser par 1000 pour avoir des kilomètres par heure. Dans tous les cas, on arrive à une vitesse d'environ 2,18 km par heure. C'est-à-dire que l'élève qui a fait le meilleur temps nage à 2,18 km par heure environ, et le poisson rouge qui nage à 5 km par heure est donc beaucoup plus rapide que le plus rapide de tes copains. Deuxième méthode, si le poisson rouge avait participé à la course, on peut estimer quelle durée il aurait mis pour parcourir 200 mètres, par exemple en faisant un petit tableau de proportionnalité, un calcul en croix ou n'importe quelle autre méthode. Vous trouvez qu'il aurait mis 144 secondes, c'est-à-dire 2 minutes 24 secondes, en comparaison avec l'élève le plus rapide qui avait mis 5 minutes 30 secondes, évidemment, il est plus rapide que cet élève.
Passons à l'exercice 3, c'était un QCM. Première question, le prix de 3 melons est 8,40 €, combien coûte 5 melons? Très facile, une petite règle de 3, on calcule le prix d'un melon en faisant 8,4 divisé par 3, ça fait 2,8, donc le prix d'un melon c'est 2,80 €, on multiplie par 5, ça donne 14, la réponse C est la bonne. Question 2, quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2? C'est une symétrie axiale, selon cet axe-là. Si vous avez pensé à une rotation, vous vous êtes trompé. Si vous avez pensé à toute autre chose, de toute façon, voilà, ce sera une erreur. Un article coûte 350 €, son prix augmente de 20%. Pour trouver la meilleure méthode, c'est de prendre 350 et multiplier par 1,2. 1,2, je vous rappelle que c'est 120%, ça donne donc 420 €. Réponse A. Si vous avez fait autrement, par exemple, vous avez calculé 20% de 350, ce qui donne 70, et ensuite vous avez additionné ça pour trouver 420, ça fonctionne aussi, évidemment. Quel est l'aire du triangle ABC? Ce triangle rectangle, bon, évidemment, formule de 6e, voire même de primaire, côté fois hauteur divisé par 2, en plus ici c'est un triangle rectangle, donc la hauteur d'un côté de l'angle droit, c'est l'autre côté de l'angle droit. En l'occurrence, on va donc multiplier 6 par 4,5, puis diviser par 2, ça donne 13,5, réponse B. Attention évidemment à ne pas prendre le 7,5 cm comme côté de base, parce que on n'a pas la hauteur correspondante. Question 5, développer et réduire l'expression qu'on nous a donnée. Voici ce que ça donne. Là, j'ai vraiment détaillé les calculs. Ça nous donne 2x au carré moins 8x plus 3 moins 12, et donc 2x au carré moins 5x moins 12, réponse A. Et enfin, question 6, quel est le volume de cette pyramide à base rectangulaire? On rappelle que le volume d'une pyramide, c'est R de la base multiplié par hauteur divisé par 3, donc en l'occurrence, l'aire de la base, comme c'est un rectangle, ce sera 4 fois 7, 4 fois 7 multiplié par 12, le tout divisé par 3, ça donne 112, donc 112 cm3, réponse B. Passons à l'exercice 4. Partie A, le programme de Zoé, donc on avait des programmes magiques. Le programme de Zoé nous dit choisir un nombre, soustraire 4, multiplier par 2, ajouter 8. Il faut vérifier que si on choisit 10, on obtient bien 20 à l'arrivée. Voici les étapes, vous soustrayez 4, vous obtenez 6, etc. Vous obtenez bien 20 à l'arrivée, c'est très facile. Si on choisit moins 7, on obtient moins 14 à l'arrivée. Bon. Et là, on peut se dire, tiens, j'ai l'impression qu'à chaque fois j'obtiens le double, ou pour essayer avec d'autres nombres, on obtiendrait le double à chaque fois. C'est donc la conjecture de Zoé qui prétend que son programme est magique, car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. Est-ce qu'elle a raison? On va le vérifier, et pour ça, on va travailler en calcul littéral. On commence par noter une variable, donc en l'occurrence on note x, le nombre choisi au départ, et z, l'expression du résultat du programme. C'est toujours bien, c'est toujours intéressant d'écrire ce que vous utilisez comme variable. Si vous ne le faites pas au brevet, normalement ça devrait pas vous pénaliser, mais encore une fois, c'est toujours une bonne chose d'être rigoureux, et ça montre aussi à votre correcteur que vous savez ce que vous faites. Bref, donc ici on aura l'expression z égale 2 facteur de x moins 4 plus 8, on développe cette expression, 2x moins 8 plus 8, et donc ça donne 2x, le moins 8 et le plus 8 s'annulent évidemment. Et donc Zoé a raison, son programme donne toujours le double du nombre de départ, puisque 2x c'est toujours le double de x évidemment. Passons à la partie B, le programme de Fred. Donc Fred, lui, il a choisi de travailler sur Scratch. Il veut démontrer que si le nombre de départ est x, le résultat est 20x plus 20. Donc déjà, vous commencez par noter f, le résultat du programme, et par écrire l'expression. Vu que dans l'ordre, on prenait la réponse donnée par l'utilisateur, on la multipliait par 4, ça donne 4x, puis on ajoutait 10, 4x plus 10, et on multipliait le résultat par 5, donc 5 facteurs de 4x plus 10. Maintenant, on développe, et immédiatement on obtient 20x plus 50, ce qu'il fallait démontrer, c'est très bien. Passons à la question 5. Quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred? Eh bien là, il faut résoudre une équation. Vous pouvez faire par tâtonnement, mais c'est pas très efficace, et c'est pas très rigoureux. On a appris à faire des équations, c'est une équation extrêmement simple, en plus celle-ci, une équation linéaire dont un nombre est constant. Bon, donc 20x plus 50 égale 75, on soustrait 50 des deux côtés, on obtient 20x égale 25, et on divise chaque membre par 20,
ce qui donne x égale 1,25. 25 vingtièmes, ça donne 1,25. Bon. Ou 5 quarts, si vous avez écrit 5 quarts, c'était juste aussi. Fraction simplifiée. Petite conclusion, il faut choisir 1,5 au départ pour obtenir 75, voilà, c'est quand même intéressant de répondre à la question. Question 6, on avait ce programme modifié avec l'avant-dernière ligne pour obtenir toujours 20 fois le nombre de départs à l'arrivée. Étant donné qu'on avait 20x plus 50, ce qui a été démontré à la question 4, pour obtenir 20x, donc 20 fois le nombre de départs, il faudra compléter de cette façon, c'est-à-dire que la dernière ligne, ce sera le résultat précédent, moins 50. 20x plus 50 moins 50, ça donne bien 20x. Et donc 20 fois le nombre de départs, 20 fois la réponse. Exercice 5, donc on a un garage qui propose deux options au client, une option achat où on paye une voiture, on achète une voiture et puis il faudra ensuite payer l'assurance chaque mois, et une option de location où on paye 425 € par mois, assurance comprise, bon, très bien. Première partie, on veut déjà montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année est de 23 300, pour ça vous calculez vous calculez la dépense totale, donc 22 400 plus 12 fois 75, ce qui va donner 23 300. Très bien, ça répond à la question, c'est extrêmement simple. Question 2, après 36 mois, calculer l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Alors là, il y a plusieurs étapes. On va déjà calculer pour l'option achat combien on paierait au bout de 36 mois. On trouve 25 100 €. Donc toujours le même prix d'achat plus 36 fois 75. Avec l'option location, 36 mois multiplié par 425 €, ça donne 15 300 €, et on fait la différence des deux, on trouve 9 800 €, donc au bout de 36 mois, si le client a choisi l'option location, il économise 9 800 € sur l'option achat. Ceci dit, si au bout de 36 mois, 3 ans, il rend sa voiture parce qu'il a pris l'option location pour économiser 9 800 €, mais voilà, au bout de 3 ans, il rend sa voiture, ces 9 800 €, il les a perdus, complètement. Alors que c'est 15 300 €, je veux dire. Les 15 300 € qu'il a dépensés, il les a dépensés, et il les a perdus, et il se retrouve avec rien. Alors que, avec l'option achat, au bout de 3 ans, il a toujours la voiture. Elle est peut-être dévaluée, peut-être que, voilà, elle vaut plus ces 22 400 € qu'il a payé au départ, mais il a quand même sa voiture. Et donc il peut continuer à s'en servir. Donc comparer l'achat et la location comme ça, purement et simplement au niveau des dépenses, ça camoufle quand même une certaine partie de la réalité. C'est une modélisation, c'est acceptable, c'est intéressant, mais faut quand même penser un petit peu plus loin. Les mathématiques, c'est aussi, normalement, vous apprendre à avoir un petit peu de recul critique sur le monde qui vous entoure, mais aussi, du coup, sur les énoncés qu'on vous propose. Question 3 de cette première partie, on nous fournit un tableur qui est déjà partiellement rempli, et on veut savoir quelle est la formule à écrire en B3 pour pouvoir la compléter et l'étendre jusqu'en F3. La formule sera donc B1 multiplié par 425, donc attention, égale B1 astérisque 425. Si vous oubliez le signe égal, ce n'est pas une formule de tableur, donc ça ne marchera pas. Si vous changez l'astérisque par un signe multiplié, dans le tableur, ça n'existe pas, donc vous ne risquez pas de faire l'erreur. Il me semble qu'au brevet, on valide quand même, ça dépend du barème, mais en tout cas, le signe égal, il est vraiment essentiel. Partie B de cet exercice, on souhaite modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note x, la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture. On a une fonction g qui permet de calculer la dépense de location et qui sera 425 fois x, et on nous demande l'expression de f de x qui calcule la dépense correspondant à l'option achat. Et donc cette formule, ce sera f de x égale 75x plus 22 400, 22 400 étant le prix d'achat de base, et 75 fois x, 75 € multiplié par le nombre de mois, puisque c'est 75 € par mois pour l'assurance. Pour la question 5, on nous demandait de comparer deux représentations graphiques de fonctions. Donc on avait
ce graphique avec deux droites qui se croisent, la droite bleue qui représente la fonction f et la droite rouge qui représente la fonction g, et on peut lire sur ce graphique que pour 64 mois, les deux fonctions se croisent, et donc elles ont la même ordonnée, elles donnent la même image. Donc au bout de 64 mois, la dépense de l'achat est égale à celle de la location, et au-delà de cette durée, au-delà de 64 mois, l'achat est plus avantageux que la location. Donc si vous répondez au-delà de 64 mois, ou à partir de 64 mois, l'achat est plus avantageux que la location, je pense que c'est valide. Si vous répondez à partir de 65 mois, ça doit être valide aussi. On peut considérer que à partir de 64 mois et 1 jour, c'est valide. Bon, ça se discute. Pour information, ce graphique et certaines autres images que j'ai utilisées proviennent du sujet publié par l'APMEP, l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, qui sont très réactifs et qui publient immédiatement le sujet et une correction juste après le brevet, donc c'est très pratique. Merci beaucoup à eux. Bien, nous en avons fini avec ce sujet de mathématiques, j'espère que vous avez tout compris, que ça vous a dans l'idéal confirmé dans vos réponses, ou à défaut que vous avez compris les erreurs que vous auriez pu faire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous propose maintenant de passer au sujet de sciences. Donc on avait une histoire de pommes de terre et de dorifores. On commençait par nous présenter les dorifores, nous présenter les pommes de terre également, enfin le végétal appelé Solanum tuberosum, qui est cultivé pour ces tubercules nommés pommes de terre. Bon. On nous présentait un document qui montre l'impact des dorifores sur la production de tubercules de plants de pommes de terre. On nous dit que les larves et les adultes dorifores se nourrissent des feuilles du végétal, qui produit les pommes de terre, et donc on constate que sans dorifores ou avec dorifores, le nombre de tubercules par plant reste inchangé. En revanche, avec des dorifores, la masse moyenne des tubercules par plant est inférieure à celle qu'on a sans les dorifores. On peut donc voir immédiatement une corrélation, et on nous posait une question. L'action des donc à l'aide de ce document, recopier la proposition exacte, l'action des dorifores sur le végétal qui produit les pommes de terre entraîne une diminution de la masse moyenne des tubercules. C'était la proposition 3 qui était attendue, évidemment, puisque le nombre de tubercules ne change pas, mais la masse moyenne diminue. Alors je vais m'arrêter une seconde là-dessus, puisque cette phrase est fausse. Le document 1 ne nous permet pas de conclure que l'action des dorifores entraîne une diminution de la masse moyenne des tubercules. On peut simplement conclure qu'il y a une corrélation entre la présence de dorifores et la masse moyenne des tubercules. Mais une corrélation n'est pas nécessairement une causalité, et ça c'est très important, et ça m'interroge un peu de voir une erreur logique pareille dans un sujet de brevet, puisque on pourrait très bien avoir par exemple un facteur de confusion, un paramètre tiers qui influe à la fois sur la présence de dorifores et sur la masse des tubercules. Par exemple, on peut imaginer une molécule présente dans la Terre qui dégage un parfum attirant les dorifores d'un côté, et puis qui par ailleurs provoque une baisse nutritive du sol, ou je ne sais quoi d'autre, qui ferait que les tubercules sont plus petits, moins massifs. Voilà, ça pourrait être envisagé, ou alors une diminution de la luminosité qui fait que les dorifores se développent plus et que les feuilles captent moins de lumière, produisent moins de photosynthèse et donc moins de matière nutritive. Bref, il y a plein de possibilités. Le problème étant que ici, juste d'après ce document, on peut simplement observer une corrélation entre la présence de dorifores et la masse des tubercules, mais on peut absolument pas dire que l'action des dorifores entraîne une diminution de la masse des tubercules. On reviendra sur cette notion de causalité un petit peu plus tard. Ensuite, on avait un deuxième document qui nous présente le rôle des différents organes d'un plant, notamment ce qui va nous intéresser, c'est que la feuille fabrique de la matière organique et que les tubercules stockent cette matière organique. La tige et les racines servent à transporter les minéraux et l'eau, etc. Bon. Ensuite, on avait un document 3, dans lequel on nous présente 3 expériences possibles proposées par des étudiants, si je me souviens bien, et ces étudiants cherchent à tester l'hypothèse
plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible. Dans la première expérience, on a un lot 1 et un lot 2 qui sont exactement identiques, ce qui ne permet rien, ce qui ne permet pas de tester quoi que ce soit. Dans l'expérience B, on a deux lots, le premier avec toutes les feuilles, le deuxième dans lequel on a arraché un quart des feuilles, mais il y a une deuxième différence, c'est que dans le premier, on a une température plus basse que pour le deuxième lot, les autres paramètres étant identiques. Et dans l'expérience C, on a deux lots de plants de pommes de terre, comment ça s'appelle déjà, de Solanum tuberosum, et ces deux lots sont identiques à tout point de vue, sauf pour ce qui est de la surface de feuilles disponible, puisqu'on en a enlevé un quart dans le deuxième lot. Et on nous demande, parmi ces trois expériences, laquelle permet de tester l'hypothèse que plus la surface totale des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible. Et évidemment, seule l'expérience C permet de le faire, puisque l'expérience C est la seule dans laquelle le seul critère qui varie est celui de la surface des feuilles. On peut préciser que dans l'expérience A, comme je le disais tout à l'heure, les deux lots sont exactement identiques, donc tout changement qu'on pourrait constater ne pourrait pas être imputé à l'un des critères mesurés, et dans l'expérience B, comme on fait varier à la fois la surface des feuilles et la température ambiante, si on constate une diminution, une variation de la masse des tubercules, on ne pourra pas savoir s'il faut l'attribuer à l'un ou à l'autre de ces critères. Question 2b. Chaque expérience a été réalisée avec des lots de 10 plants de pommes de terre. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Eh bien, l'intérêt de tester l'hypothèse sur plusieurs sujets, c'est que si on l'avait testé sur un seul individu, il pourrait présenter des variations indépendantes du critère testé. Avec un groupe, on limite les risques d'influence d'un paramètre extérieur. Par exemple, si on prend un lot de 10 plants, on va avoir par exemple 9 plants qui vont avoir des tubercules de entre 25 et 30 grammes par exemple, hein, ou entre 20 et 27 grammes, peu importe, mais variables d'un plant à l'autre. Déjà variable d'un tubercule à l'autre. Bon. Et puis on pourrait avoir un plant qui, par hasard, a des tubercules de 90 grammes en moyenne. Donc pas une différence significative par rapport à un plant, on va dire, classique avec toutes ses feuilles. Ce plant-là qui a des tubercules de 90 grammes, ça s'appellera, en statistique, ça s'appelle une aberration statistique. C'est-à-dire une variable, une valeur qui est très différente de toutes les autres. Cette valeur, on va l'éliminer. Dans le groupe de 10 plants, on va éliminer cette valeur-là parce qu'elle est vraiment très différente de toutes les autres, elle n'est pas significative, et puis on travaillera uniquement sur les 9 plants restants, et on fera une moyenne des masses obtenues sur les 9 plants restants. Mais si on avait un seul plan, et si par hasard, par malchance, c'était notre aberration statistique, on se retrouvait avec une seule valeur, qui serait pas significative. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours avec plusieurs sujets dans un lot donné, dans un groupe. Et dans le groupe témoin, qui est celui pour lequel toutes les feuilles sont présentes, on appelle ça le groupe témoin, là aussi évidemment il faut avoir plusieurs plans, parce que si on avait un seul individu, un seul plan, et si par hasard il était malade, défectueux, pour une quelconque raison, il aurait des tubercules beaucoup plus petits que la moyenne, on pourrait pas s'en rendre compte si on en a qu'un seul. Donc un groupe témoin, lui aussi, doit avoir plusieurs individus, en l'occurrence plusieurs plants de Solanum tuberosum. Passons à la question 3. Question de synthèse. À l'aide des documents 1, 2 et 3, expliquer pourquoi la présence d'un grand nombre de dorifores sur les plants de pommes de terre cultivées modifie la masse moyenne des tubercules récoltés par les agriculteurs. Le document 1 indique que la présence de dorifores est liée à une diminution de la masse moyenne des tubercules. Vous remarquez que j'ai indiqué est lié à et pas implique, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, corrélation n'est pas causalité. Et donc ce document 1 précise également que les dorifores se nourrissent de feuilles de Solanum tuberosum. Donc ça, ce sera important pour la suite. Et c'est ça qui permet de faire l'hypothèse des chercheurs de tout à l'heure. Le document 3 présente une expérience pour tester l'hypothèse que plus la surface totale de feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible. Remarquez que j'ai écrit pour tester, et non pas pour prouver. Parce que, oui, on va voir, il nous manque une petite chose. Le document 2 indique que les feuilles fabriquent de la matière organique par photosynthèse, et que les tubercules stockent cette matière organique, donc ça c'était le fonctionnement d'une plante.
En combinant ces informations, on peut établir une théorie, celle que la présence de doryphores en grand nombre diminue la surface des feuilles, puisqu'ils les mangent, ce qui fait que la plante ne produit plus autant de matière organique, puisque c'est le rôle des feuilles, que lorsqu'elle est dans son état normal, et donc que les tubercules ont moins de matière à stocker, ce qui est indiqué par le document 2, le fonctionnement d'une plante. Et donc ils ont une masse plus faible. Et normalement, cette théorie est testée et confirmée par l'expérience décrite dans le document 3. Sauf que, il nous manque peut-être quelque chose là. Et il nous manque un résultat de cette expérience. Le document 3, il nous dit que des chercheurs ont imaginé 3 expériences. Bon, très bien, mais on n'a pas les résultats. Choisissons l'expérience C, parce que c'est celle qui nous semble la bonne. Choisissons l'expérience C, mettons-la en place, et puis quel est le résultat ? Il faudrait au moins une petite phrase pour nous dire que l'expérience C, ou que l'expérience choisie, nous confirme que cette hypothèse est juste. Ce serait quand même un minimum pour pouvoir établir une théorie convaincante. Ceci dit, cette théorie nous permet de pallier le problème qu'on avait vu dans le document 1. Je vous rappelle que dans le document 1, et dans la question 1 surtout, on nous avait fait écrire que la présence de doryphores impliquait entraînait une diminution de la masse des tubercules. Je vous avais signalé que ce n'était pas une causalité, mais seulement une corrélation. Maintenant, on va pouvoir dire que c'est une causalité. Pourquoi ? Parce que pour qu'il y ait causalité, il faut premièrement qu'il y ait corrélation signifiante, une corrélation importante, notable. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'un des 2 critères suivants, soit une temporalité entre 2 mesures, donc on mesure 2 choses, ici c'est les doryphores et la masse des tubercules, il faut que la présence des doryphores soit toujours mesurée avant la masse des tubercules, avant la diminution de masse des tubercules. Et là, ça pourrait faire passer de corrélation à causalité. C'est un peu compliqué à mesurer dans le cas présent, c'est le deuxième critère qui va nous intéresser, la théorie. La deuxième manière de passer de corrélation à causalité, c'est de présenter une théorie plausible et justifiée qui explique ce passage de corrélation à causalité, qui explique la causalité, en fait. Et donc c'est ce qu'on a fait dans le paragraphe précédent, donc dans la question 3, on a effectivement proposé une théorie. La théorie que la présence des doryphores implique la diminution de la surface de feuilles, et que la diminution de surface des feuilles implique la diminution de production de matière nutritive, et donc la diminution de la quantité de matière nutritive stockée dans les tubercules. Et donc ça, c'est une théorie qui est plausible, puisqu'elle correspond à ce que l'on sait du fonctionnement d'une plante, et justifiée, et normalement justifiée, c'est le rôle du document 3 et de la conclusion de l'expérience présentée au document 3. Et c'est ça qui m'embêtait un peu, c'est qu'on n'ait pas cette conclusion. Grâce à cette théorie plausible et justifiée, on peut donc maintenant dire que on a une causalité, et que donc oui, la phrase qu'on a écrite à la question 1 était correcte, c'est-à-dire l'action des doryphores sur le végétal qui produit les pommes de terre entraîne une diminution de la masse moyenne des tubercules. J'ai l'air de pinailler comme ça, de chercher la petite bête, le petit doryphore, mais en fait ça me paraît quand même important, voire même essentiel, de bien comprendre comment fonctionne la méthode scientifique, comment fonctionne un raisonnement correct, équilibré, scientifique. Bien, passons à la physique-chimie. Alors on nous parle de Thomas Pesquet dans l'ISS, et on commence par nous présenter des matériaux d'emballage qui seraient réutilisables, biodégradables et comestibles, qui permettent de remplacer les traditionnelles mousses pétrosourcées, qui sont inutiles une fois qu'elles sont à bord de la station, mais qui sont indispensables pour emballer les expériences que l'on emmène à bord de l'ISS. Et donc première question, citer 2 avantages des matériaux innovants présentés. Les 2 avantages ne sont pas, d'après moi du moins, les 2 avantages ne sont pas simplement qu'ils sont réutilisables et biodégradables, ou réutilisables et comestibles. J'ai vu plusieurs élèves qui écrivaient ça, ça me paraît insuffisant. Ça, ce sont des caractères de ces matériaux, mais pas des avantages en soi.
pour avoir un avantage, il va falloir comprendre en quoi c'est un bienfait par rapport à une situation générale. On a déjà on a deux indices en fait pour déterminer ces avantages. On nous dit que les mousses traditionnelles sont d'une part pétrosourcées, c'est-à-dire issues de la chimie du pétrole, et deuxièmement on nous dit qu'elles sont inutiles à bord de la station. Mais c'est ça les deux avantages des mousses hors matériaux innovants. Le premier, c'est que, à bord de l'ISS, les matériaux innovants présentés, comme ils sont réutilisables ou comestibles, ils n'occuperont pas de place inutilement. Soit ils sont comestibles, donc on va les manger, donc c'est pas inutile, soit ils sont réutilisables, et donc on les réutilise, et donc ça diminue la quantité de déchets. De plus, ils ne constitueront pas une masse inutile à y transporter, et rentabilisent donc le carburant utilisé. Bah oui, parce que tout matériau que l'on envoie dans l'ISS, ça consomme du carburant dans la fusée ou la navette qui les transporte. Fusée, j'imagine, il me semble. Donc, en l'occurrence, on a deux avantages en un, c'est que on va pas utiliser de la place inutilement dans l'ISS, ou alors si on décidait de se débarrasser de ces matériaux en les jetant dans l'espace, on va pas polluer l'espace, c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu dire. Et deuxième avantage, inhérent à cette utilité des matériaux, c'est que du coup on va pas transporter une masse inutile, donc on va économiser du carburant, rentabiliser le carburant. Deuxième grande catégorie d'avantages, c'est sur Terre cette fois. Sur Terre, comme ces matériaux ne sont pas issus de l'industrie pétrochimique, leur fabrication produit moins de pollution et consomme moins de ressources fossiles, ce qui est un avantage non négligeable. Ceci étant dit, au regard de la consommation de l'industrie aéronautique de manière générale, on va dire, ça me paraît un peu négligeable, la production des mousses, mais bon. Bref, passons à la question 2. Question 2, cette fois, on nous parle du recyclage de l'eau dans l'ISS, notamment de la transformation par électrolyse, donc réaction chimique qui permet de transformer l'eau en dioxygène d'une part et en dihydrogène d'autre part. Indiqué en donnant un argument si le dioxygène est un atome ou une molécule, c'est bien entendu une molécule, puisqu'elle est constituée de 2 atomes d'oxygène. Voilà, c'est la définition de la molécule, je sais pas si ça constitue un argument en soi, mais c'est la définition. Question suivante, on nous présente cette équation chimique, qui est en bas, donc 2H2O donne 2H2 plus O2, une molécule de dioxygène, et il faut choisir, parmi les trois propositions, laquelle est la bonne. Est-ce que 2 kg d'eau donne 2 kg de dihydrogène et 1 kg de dioxygène, ou 0,22 kg de dihydrogène et 1,70 kg de dioxygène, ou, dans l'autre sens, 2 kg de dihydrogène et 1 kg de dioxygène forment 2 kg d'eau. Alors évidemment, ce n'est pas la troisième proposition, puisque on a bien vu le sens de la flèche, l'eau est le réactif, le dihydrogène et le dioxygène sont les produits. Reste la proposition P1 ou la proposition P2, et je sens que beaucoup d'entre vous sont tentés de prendre la proposition P1 en se disant qu'on a 2 en réactif et 2 puis 1 en produit, sauf que c'est pas ça, parce qu'on a quand même une propriété essentielle qui est celle de la conservation de la masse. La masse est conservée, donc les 2 kg d'eau de départ produisent 2 kg de gaz à l'arrivée. C'est la fameuse phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La conservation de la masse. La bonne proposition est donc la proposition P2, puisque 0,22 plus 1,78 ça fait 2 kg, et la proposition 1 est fausse parce qu'elle impliquerait qu'à partir de 2 kg de réactif, on obtiendrait 3 kg de produit, ce qui est évidemment impossible. La proposition 3, d'ailleurs, c'est le contraire, on aurait 3 kg de réactif et 2 kg de produit, ça voudrait dire une sacrée perte de masse. Et si vous vous demandez pourquoi on a si peu de dihydrogène par rapport au dioxygène, alors que on est censé avoir 2 molécules de dihydrogène pour chaque molécule de dioxygène, c'est tout simplement parce que l'hydrogène est un atome qui est beaucoup plus léger que celui de l'oxygène. Vous l'avez certainement vu, les atomes d'hydrogène sont petits entre guillemets, ils sont très légers en comparaison de ceux de l'oxygène. Donc même si on a 2 molécules de dihydrogène pour chaque molécule de dioxygène,
vu que la masse de chacune des molécules de d'hydrogène est bien inférieure à celle des molécules de dioxygène, même en ayant le double, ça reste très inférieur en masse totale. Passons à la question 3, on a donc cette fois une question qui porte sur les matériaux, notamment l'aluminium, on nous donne la masse volumique de l'aluminium, qu'on peut comparer à celle de l'acier et du titane, et on nous propose une expérience qui permet de déterminer la masse volumique de l'aluminium, de la vérifier. Voilà, donc expérience basée d'une part sur une balance, d'autre part sur une éprouvette graduée, l'une qui permet de mesurer la masse, l'autre le volume, et il faut remettre dans l'ordre les opérations à faire. Donc premièrement, on va mesurer la masse M du cylindre d'aluminium à l'aide d'une balance, deuxièmement, on va remplir l'éprouvette graduée avec un volume d'eau de 50 ml, on pourrait d'ailleurs échanger ces deux étapes, ça changerait pas grand-chose. Ensuite, on plonge le cylindre d'aluminium dans l'eau, on mesure le volume obtenu, et enfin, on calcule le volume du solide en soustrayant V1 à V2. Très bien. Parfait. On cherchait quoi déjà ? La masse volumique. On a la masse volumique là ? Bah non, il me semble qu'il manque quelque chose. Il faudrait pas faire une division peut-être ? Diviser la masse du solide par le volume ? C'est comme ça qu'on calcule une masse volumique. Donc voilà, il manquait une étape, alors bravo à vous si vous l'avez trouvé. C'est quand même intéressant pour répondre à la question. Ceci dit, ce sera pas pénalisé si vous l'avez pas trouvé, hein. Je dis bravo parce que ça veut dire que vous avez réussi à prendre du recul critique, et c'est ce que je vous dis de faire depuis le début. Donc c'est très bien. Mais si vous vous êtes contenté de répondre à la question, ça ira et vous aurez vos points, pas d'inquiétude là-dessus. Passons à la question 3b. Cette fois, on va tout simplement vérifier la masse volumique en utilisant les valeurs qu'on avait. Donc on nous dit que l'aluminium a une masse volumique de 2,7 g par millilitre, on a mesuré que notre cylindre avait une masse de 40,5 g et un volume de 15 ml, 65 moins 50, donc on fait notre petite opération, 40,5 divisé par 65 moins 50, ce qui fait 2,7, très bien, la masse volumique obtenue est de 2,7 g par litre, ce qui est bien la masse volumique annoncée de l'aluminium. Et enfin, quel est l'intérêt d'utiliser l'aluminium comme matériau ? Donc l'intérêt, c'est bien sûr que ce sera plus léger, mais pas juste que ce sera plus léger, parce que, encore une fois, il faut voir quel est l'avantage par rapport à autre chose. Donc en l'occurrence, moi je propose ceci, pour un volume donné, l'aluminium est le métal le plus léger, les éléments construits seront donc plus légers s'ils sont faits en aluminium, et voilà où est l'avantage, ils consommeront ainsi moins de carburant pour être envoyés sur l'ISS. On consommera moins de carburant pour envoyer un module fait en aluminium que pour envoyer un module fait en acier ou en titane. Ceci dit, il faudra prendre en compte aussi les autres caractéristiques de ces matériaux, je sais pas, peut-être la résistance au choc, la résistance aux rayons ionisants du soleil, je sais pas si c'est pertinent ou pas, là-dessus je ne m'y connais pas, mais bon, on nous demandait de parler de la masse volumique, donc parlons de la masse volumique. L'avantage ici est donc que on consommera moins de carburant pour envoyer ces modules sur l'ISS. Et enfin, question 4, on nous parle des 16 levées de soleil, qui est le titre d'un documentaire de Thomas Pesquet. Première question, choisir 2 adjectifs parmi les 5 qui sont proposés, rédiger une phrase pour caractériser le mouvement de l'ISS. Je propose de dire que l'ISS a un mouvement circulaire et uniforme autour de la Terre. Il faut justifier donc, disons que la trajectoire est un cercle, puisqu'elle est en orbite autour de la Terre, et que sa vitesse est constante, puisque c'est indiqué dans le texte d'introduction. Question 4b. Expliquer grâce à un raisonnement et des calculs la signification du titre du documentaire 16 levées de soleil. Eh bien, commençons par calculer la distance parcourue par l'ISS en 24 heures, puisque l'ISS va à une vitesse de 28 000 km/h en 24 heures, elle parcourt donc 672 000 km. 672 000 km, on peut calculer combien ça fait de tours de Terre, sachant que la longueur de l'orbite est de 42 700 km, il nous suffit de diviser le premier chiffre par le deuxième, et on trouve environ 15,74. C'est-à-dire qu'en 24 heures, l'ISS fait environ 16 fois le tour de la Terre, donc un occupant de la station pourra admirer 16 levées de soleil en une journée terrestre. Voilà, 16 levées de soleil en une journée. Ce n'est pas aussi impressionnant que le Petit Prince qui a juste à déplacer sa chaise pour admirer un nouveau coucher de soleil quelques secondes plus tard, mais c'est tout de même très poétique. Très bien, j'espère que tout ça vous a été utile.
que vous avez compris tout ce qu'il fallait comprendre, éventuellement que vous avez repéré et compris les erreurs que vous auriez pu faire. J'espère que j'ai été clair, et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus prestement possible. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances.